Alors, nous passons maintenant donc, à Nina Mezel, qui effectue donc, sa thèse depuis 2023 sur les beaux-arts et arts décoratifs pour une histoire sociale comparée des trajectoires des femmes des beaux-arts et des arts industriels entre 1860 et 1914, sous la direction donc, de Bertrand Tillier. Et donc nous avons là donc un autre volet de l'histoire des femmes de la tapisserie, c'est-à-dire la visibilité finalement, hein, donc, et comment, comment en fait ces femmes étaient oui, présentes ou pas dans les expositions. Donc là, vous allez nous parler donc, des grandes expositions parisiennes entre 1880 et 1914. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a toutes les informations que je m'attends à avoir, mais je l'espère. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Charlotte et Raphaël pour votre invitation à participer aujourd'hui. Et puis merci à vous toutes et tous pour votre présence cet après-midi. Donc avec toutes les communications qu'on a déjà entendues, on se rend compte que parler de l'histoire des arts textiles et des carrières des artistes qui les ont pratiquées, c'est s'inscrire dans une historiographie d'histoire sociale du travail, et là au prisme du genre, notamment comme elle a pu être développée par John Scott, ainsi que Nicole Pellegrin, qui décrit le glissement progressif d'une activité masculine vers l'apanage du féminin. Ah oui. Vers l'apanage du féminin. Donc j'avais envie de commencer cette présentation en posant la question des représentations des artistes qui pratiquent les arts textiles. Excusez-moi, j'attends le PowerPoint. Super. Qui pratiquent les arts textiles à chacune des deux extrémités du champ social. Donc là, par exemple, avec sur votre gauche, une photographie qui a été prise par Gustave Eiffel de sa famille, où on voit au premier plan une femme qui est en train de faire du crochet, donc potentiellement en train de faire du filet, peut-être de la dentelle. Et sur votre droite, une photographie empreinte un petit peu de folklorisme, si l'on est, de trois petites filles bretonnes dans un corps de ferme en train de faire de la dentelle. Donc avec cette présentation, je vous propose de vous intéresser à la présence des artistes femmes textiles dans les expositions qui sont plutôt dédiées aux beaux-arts. J'ai nommé donc l'exposition des artistes français, le salon des artistes français, pardon, le salon de la Société nationale des beaux-arts et sur la période qu'on va regarder, le jeune salon d'automne. À savoir que dans chacun de ces trois événements, la présence des arts décoratifs, hommes et femmes confondus, tourne en général autour de 7% des œuvres proposées. Donc j'ai fait démarrer cette communication en 1880. Ça me permet de citer la première artiste à présenter une œuvre en lien avec le textile au Salon des artistes français. C'est la fameuse Éléonore Escalier qui présente un carton de tapisserie dans la section architecture, car la section art décoratif n'existe pas encore. Donc je vous propose un petit point donc, sur les arts décoratifs dans ces expositions. Pour les salons de la Société nationale des beaux-arts, c'est dès son ouverture en 1890 qu'une section est dédiée aux arts décoratifs. Voilà. Le salon des artistes français, lui, prend un peu le train en marche et commence à intégrer les arts décoratifs de manière un peu plus officielle dans son règlement à partir de 93. À partir de 95, il lui consacre une partie de son jury, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des personnes déjà présentes dans les jurys des 4 autres sections pour juger les œuvres en art décoratif. Et les artistes qui se présentent à ce moment-là peuvent revendiquer des récompenses dans les sections peinture, sculpture, art graphique et architecture, mais il n'y a pas de médaille ou de distinction dédiée encore aux arts décoratifs. Et donc c'est à cette année-là, en 95, qu'on voit apparaître les premières
femmes avec des œuvres textiles dans les cimaises du Salon des artistes français. Malgré tout, les règlements continuent à se défendre d'être une exposition d'art décoratif et souhaitent plutôt ouvrir des possibilités aux artistes des beaux-arts. Voilà. Pour le Salon d'automne, il consacre également sa 5e section aux arts décoratifs, dès son ouverture en 1902, d'abord avec 6 jurés et ensuite on passe à 10 jurés. Et les artistes femmes du textile s'y présentent à partir de 1904. Donc, avant ça, bien sûr, on trouve tout de même de la miniature et de la peinture sur porcelaine qui sont présentées dans les arts graphiques. Bien sûr, on trouve aussi des arts décoratifs dans des expositions qui leur sont entièrement dédiées, notamment au pavillon de Marsan ou au Palais Galliera. Pour les expositions du Palais Galliera et notamment celles du printemps, ce sont des expositions qui sont tournées vers un médium en général et qui ont pour but la relance de l'économie et un conservatoire des savoirs. Donc en quelques chiffres, voilà ce qu'on peut dire sur la période des artistes femmes textiles dans ces 3 expositions. On compte 342 femmes qui exposent de 1895 à 1914. Elles représentent 4,7% des 7290 artistes qui exposent tout médium confondu. Et elles se présentent en tout 611 fois. C'est le Salon des artistes français qui se concentre le plus de candidatures, avec 396 candidatures. Au Salon d'automne, il y en a 26. Et au Salon de la Société nationale des beaux-arts, 188. C'est 1910 qui concentre le plus de candidatures. Pour le Salon des artistes français, c'est 50 artistes femmes qui présentent du textile, ce qui représente alors 4,4% des candidatures de l'année. Ainsi, on peut se poser la question de savoir qui sont les artistes femmes qui présentent leurs œuvres dans des expositions de beaux-arts et quels avantages elles trouvent à se présenter dans cet espace-là. Donc je vous propose d'abord de faire connaissance un petit peu avec ces artistes. Donc l'âge médian à la première candidature est de 27 ans. Il y a un quart des artistes qui ont moins de 22 ans. Et donc la Benjamin, qui s'appelle Jane Ernstein, est âgée de 17 ans. La doyenne, elle, qui est âgée de 74 ans, s'appelle Émilienne Joséphine Jobin. Grâce au catalogue des salons, on connaît les lieux de naissance de ces artistes. Ainsi, on sait que 15% d'entre elles sont nées à l'étranger. Elles sont principalement européennes, même si on compte tout de même 3 états-uniennes et une péruvienne, ainsi que quelques ressortissantes des pays colonisés par les Européens, notamment en Afrique du Nord et en Asie. Pardon, j'ai oublié de cliquer. C'est l'Allemagne et le Royaume-Uni qui fournissent le plus de candidates, 7 chacun. Et certaines d'entre elles n'oublient pas de mentionner qu'elles sont nées de parents français. A contrario, notre Benjamin Jane Ernstein, qui est née en 1894 à Paris, elle précise que ses parents sont autrichiens. Il y a donc 276 artistes françaises qui se présentent dans ces expositions, dont 1 sur 2 est née à Paris. Pour le reste de la France, on observe un assez grand nombre d'artistes normandes, notamment nés dans la Seine-Maritime ou dans l'Eure. Finalement, les bassins de production textile sont assez peu représentés dans les naissances des artistes. Grâce à ces lieux de naissance, on connaît également les milieux dans lesquels les artistes naissent et les métiers de leurs parents. Donc le constat est assez commun, elles sont en majorité nées dans des familles d'artistes. Du reste, 34% d'entre elles sont issues d'une petite bourgeoisie urbaine, des filles d'employés, de commerçants ou d'artisans, parmi lesquels on compte un brodeur. Et un tiers d'entre elles ont des pères rentiers dans des professions libérales ou bien négociants. Du côté des mères, elles sont très peu à revendiquer une profession et sont souvent déclarées sans profession.
Je parle des actes d'état civil, hein, bien sûr. Donc elles sont près de 70% à ne pas déclarer de profession et sont principalement représentées dans le corps des artisans, où on trouve des couturières et des tapissières. Donc elles pourraient quand même aussi passer dans le champ des artistes, bien sûr. Et chez les employés. Il y a autant de mères qui sont rentières que qui travaillent dans les métiers du service. Donc on aurait pu imaginer que ces artistes qui évoluent quand même plutôt dans un milieu proche de la création, que ce soit dans l'artisanat ou dans le milieu artistique beaux-arts, on aurait pu imaginer qu'elles se soient plus facilement revendiquées en tant qu'artistes. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Dans 61% des cas, dans les actes de mariage, elles sont déclarées sans profession. Ce sont les artistes ensuite qui sont les plus représentés, et elles sont 17%. Parmi elles, il y a une seule artiste qui se déclare être artiste décorateur. Donc, au moment de leur candidature, 45 artistes ne sont pas encore mariés. Il y a également 2 artistes qui se marient la même année que leur première candidature et 35 artistes sont déjà mariés. On connaît les professions de 65 de leurs maris et là encore, c'est les artistes qui sont les plus représentés puisque 24 de leurs époux sont artistes, suivis derrière par les employés. On peut citer par exemple l'exemple de Denise Poiret, l'épouse de Paul Poiret. Le fait d'être une épouse d'artiste ne semble pour autant pas favoriser un grand nombre de candidatures, en tout cas dans les salons des beaux-arts, puisqu'elles sont très rares à dépasser les 5 candidatures. Et Louise Grénaud, épouse Revillot, et Hélène Baud-Morcelet, épouse Lajalais, sont les 2 exceptions qui confirment la règle, si je puis dire, avec la première qui fait 8 candidatures et la seconde qui en fait 24, mais seulement une seule dans les arts textiles. Alors, donc, on sait également où est-ce que ces artistes vivent grâce aux adresses qu'elles déclarent dans les catalogues des salons. Donc, vous voyez derrière moi une carte de la répartition départementale de ces artistes. Et donc, on constate une surreprésentation de Paris, où 71% des artistes déclarent vivre. Elles vivent en général à l'ouest de Paris, plutôt dans le 16e ou le 17e, ou alors dans le centre de Paris, dans le 6e arrondissement. Si on inclut les 3 départements limitrophes de la capitale, on monte à 80% des artistes présentes dans le textile. Cependant, il y a 25 artistes qui déclaraient être nés à Paris, qui n'y vivent plus au moment de leur candidature. Et 31% des candidatures faites par des étrangères sont faites depuis la France. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvements pour ces artistes. On constate que les départements du Nord restent souvent les lieux de vie de ces artistes. En revanche, pour les départements du Sud, de l'Est et du Centre, ça n'est plus le cas. Là, il y aurait un lien à faire avec le développement du chemin de fer, que je n'ai pas encore pu faire, mais avec le nord de la France, voilà. Donc, maintenant, je vous propose de parler de l'expérience d'exposante de ces femmes dans les salons, en abordant d'abord leurs œuvres. En fait, on constate en feuilletant les catalogues que la plupart de ces artistes, si elles se présentent une année ou plus avec des œuvres textiles, ont en fait des carrières pluridisciplinaires. Donc 83% d'entre elles se présentent 1 à 2 fois avec des pièces textiles et elles sont 37% derrière à présenter d'autres médiums la même année ou une autre année. Ce qui fait du textile peut-être plus un essai pour elles qu'un réel investissement dans le médium. C'est aussi pour certaines le moyen d'entrer en fait dans ces expositions, puisqu'elles débutent avec une œuvre textile et ensuite développent des carrières dans les disciplines des beaux-arts ou dans les arts décoratifs. Alors, qu'est-ce qu'elles présentent dans les salons ?
Donc, il y a quelques contraintes qui pèsent sur les œuvres présentées dans les arts décoratifs, et notamment des règles qui s'imposent vis-à-vis des signatures. On demande à ce que tous les acteurs et actrices de la création soient indiqués au moment de l'exposition. Par exemple, cette demande n'est pas faite pour la sculpture, alors qu'on pourrait imaginer qu'elle le soit pour les fondeurs, par exemple. Cette question de la répartition du travail va dans les deux sens pour nos exposantes, qui sont aussi bien dessinatrices que parfois brodeuses, dentelières, tapissières, etc. Ainsi, Émilie Marie Courmont, Jeanne Dubois du Fourmentel, André Dereux, Maria Patience Doul, Anna-Émilie Humblot, Émilie Jaillon, Jeanne-Élise Félicie Labrique, Yvonne Kellet, Hélène Rogers ou Charlotte Camille Salmon indiquent avoir dessiné et réalisé leur modèle. En revanche, Alice Marie-Alix, Jeanne Selmersheim ou Thérèse Toulet dessinent, mais font parfois exécuter certaines pièces. Henriette Pesan est la seule à faire exécuter une de ces pièces par un homme. Elles sont les seules sur l'ensemble des artistes à faire ces précisions. On peut donc imaginer que pour le reste, les artistes sont aussi bien exécutantes que créatrices des dessins qu'elles brodent et tissent. Hop là, j'ai tourné trop vite. Si on doit catégoriser les œuvres qu'elles présentent au salon, on peut le faire ainsi. On trouve du vêtement, de l'accessoire, de l'ameublement, de la décoration et des objets décoratifs. Les stars des salons sont la broderie et la dentelle, qui représentent 69% des œuvres soumises au salon. Ce que je vous montre derrière moi, ce ne sont donc pas des œuvres présentées au salon, puisque nous n'en avons pas de traces, mais des planches qui sont présentes dans ce livre de Thérèse Dillemont, qui est une encyclopédie à destination des femmes pour apprendre à faire des œuvres textiles. Et si vous souhaitez la consulter, n'hésitez pas à me demander. Donc on brode sur soie, sur satin, sur velours, sur tulle, sur toile, sur mousseline, linon ou moire, plutôt des vêtements, de la décoration et des objets d'art décoratif. Pour la dentelle, elle est le plus souvent faite à l'aiguille, mais également au fuseau ou au crochet. À côté de cela, on trouve tapis, tapisserie, mais aussi teinture et peinture sur tissu, pyrogravure et des projets exécutés en dessin et à l'aquarelle sur carton. Pour évoquer rapidement les thématiques qui sont abordées dans les œuvres, c'est bien souvent des végétaux, des animaux, du paysage, ainsi que quelques copies ou inspirations tirées de la littérature. Dans leur formation, les artistes textiles se distinguent du reste des artistes présentes dans les salons, puisque pour la plupart, elles ne se revendiquent d'aucun enseignement, ce qui est beaucoup plus rare dans les autres disciplines présentes au salon. La plupart des enseignants et des enseignantes ne sont mentionnés que par une seule candidate, et un tiers des professeurs sont des femmes, dont certaines sont nos candidates. On en compte 11 qui enseignent à 13 élèves. À partir de 1903, on voit une quinzaine de ces femmes revendiquer l'enseignement de l'École nationale des arts décoratifs. Ensuite, on peut se poser donc la question de la durée de leur carrière au regard des salons. Donc, elles sont 329 à faire leur première candidature avec des œuvres textiles, et 141 d'entre elles s'y arrêtent. Dans cette population, on compte autant de jeunes femmes que de femmes mariées. Pour autant, ce groupe est assez jeune, puisque ça comprend des femmes qui sont âgées entre 17 et 34 ans. Pour les 13 artistes qui ont déjà présenté leur travail avant de présenter des œuvres textiles dans ces salons, on constate qu'elles ont plutôt une pratique qui est tournée vers les beaux-arts, dans la peinture ou la sculpture. Seulement une d'entre elles, Anna-Émilie Humblot, fait carrière dans les arts décoratifs. Donc, ainsi, il est assez difficile de tirer des conclusions très tranchées sur la durée des carrières de ces artistes. Cependant, on peut observer dans le temps le nombre de fois auquel elles participent à ces expositions. Donc sur la période, c'est Blanche-Aurie Robin qui est la grande championne et qui candidate 9 fois sur 14 ans.
Elle est suivie derrière par Fernande Maillot, qui fait 12 candidatures en 10 ans, et ensuite par Hélène Rogers, qui fait 9 candidatures en 10 ans. Dans la grande majorité, les candidatures oscillent entre 1 et 4 années. Si on se concentre sur le salon d'automne, on voit que la moitié des participantes ne s'y présentent qu'une à 2 fois. Là encore, c'est Blanche Auré-Robin qui fait l'exception, elle s'y présente 3 fois. Pour le reste, c'est Fernande Maillot qui est la seule à se présenter dans les 3 expositions. Et donc le fait de participer à plusieurs expositions, c'est pas très étonnant en soi. Cependant, il y a très peu d'artistes qui se présentent et au Salon des artistes français et au Salon de la Société nationale des beaux-arts, et cela certainement à cause du fait que les dates des expositions se chevauchent souvent, donc il faut choisir. On observe aussi que ces artistes ont une activité dans d'autres expositions, donc je l'ai cité tout à l'heure, celle du pavillon de Marsan ou du Palais Galliera. Et on retrouve les traces de nos artistes, là par exemple dans les archives du Palais Galliera, notamment dans les correspondances ou les reçus qui sont liés là aux 3 expositions dédiées au textile sur la période qui nous intéresse, donc l'exposition de la dentelle en 1904, l'exposition de la soie en 1906 et l'exposition de la broderie en 1912. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de la postérité de ces artistes, d'abord en abordant le système des récompenses dans les salons. Donc à partir de 1993, les arts décoratifs entrent à la société, au Salon des artistes français, pardon. 3 médailles et 4 mentions leur sont dédiées à partir de 1997, et à partir de 1904, cela passe à 8 médailles et 12 mentions honorables. Dans ce contexte pluridisciplinaire des arts décoratifs, on imagine qu'il est difficile pour les artistes du textile de se faire une place, et elles ont été 15% des personnes à avoir obtenu médaille ou mention de 1997 à 1914, à être des femmes et à travailler avec du textile. Les mentions honorables sont en général décernées soit la première année, soit la deuxième année de la candidature. Et les artistes du textile sont aussi récompensés dans d'autres sphères des arts décoratifs, comme Nathalie Martin-Savon, qui en 1901 obtient une médaille pour un coffre en cuir repoussé. À partir de 1907, le prix de la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie vient récompenser 2 artistes décoratrices de moins de 32 ans avec une prime d'encouragement de 300 francs, chacune décernée dans le Salon de la Société nationale des beaux-arts et au Salon des artistes français. Pour cette première année, Hélène Rogers est récipiendaire d'une prime de 100 francs qui est ajoutée au dernier moment à sa destination. Ensuite, et enfin plutôt, je voulais aborder avec vous les achats qui ont été faits par l'État. Donc à partir de 1905, certaines de nos artistes sont achetées, mais ce sont plus souvent des huiles, des aquarelles ou des dessins qui entrent dans les collections nationales. Et les cartons et dentelles ont du mal à s'y faire une place. Donc en tout, c'est 52 œuvres qui ont été achetées à 26 artistes entre 1901 et 1929, ce qui montre qu'elles ont des carrières plus longues que ce que là on peut voir sur ces bornes-là. Les artistes les plus achetés sont donc Adrienne Jouclard, Alice Marie Alix, qui chacune se voit acheter 8 œuvres, ainsi que Blanche Auré-Robin, toujours, et Madeleine Burnoux, qui, elles, vendent chacune 4 œuvres à l'État. Elles sont 9 artistes auprès de qui l'État achète des œuvres textiles entre 1905 et 1920. Et on compte donc Marguerite Agnard de Courcelles, Marguerite Beaubambinet, Aimé Beau, Jeanne-Élise Félicie Labrique, Alice Marie Alix, toujours, Blanche Auré-Robin, Clotilde Dupuy-Godot, Pauline Rivière et Jane Sylvie Valmat-Rosier. 5 œuvres sont achetées avant la guerre, dont une seulement a figuré dans les cimaises du Salon de la Société nationale des beaux-arts.
Dans la plupart des cas, les œuvres sont achetées lors des salons consacrés aux arts décoratifs ou aux arts de la femme. L'ensemble de ces œuvres ne trouve pas immédiatement un lieu d'accrochage, et aujourd'hui, toujours pas forcément. J'en veux pour preuve la base des collections du CNAP où il y a très peu d'images des œuvres qui ont été achetées. C'est pour ça que j'ai été un peu contrainte aussi de vous présenter là une huile plutôt que du tissu. Donc pour conclure, on voit que les artistes du textile dans les salons des beaux-arts sont plutôt des femmes assez bourgeoises qui font des carrières pluridisciplinaires. Et donc elles trouvent dans ces événements un moyen de présenter leurs œuvres en marge des salons qui sont dédiés aux arts décoratifs. Cependant, il ne semble pas qu'il y ait un réel avantage financier à participer à ces expositions parce qu'elles y sont très peu récompensées et pas non plus beaucoup achetées. Il semble donc que ces expositions soient un lieu d'expérimentation, un moyen de se confronter à un autre public que celui des arts décoratifs, ainsi qu'une garantie d'excellence. Je vous remercie.